Il est membre de la législature ontarienne depuis près de 25 ans. Gilles Bisson est le député néo-démocrate de la circonscription de Timmins Bay James, un vaste territoire d'une superficie de 250 000 km². Il va sans dire qu'il est souvent sur la route et dans les airs. À l'occasion, il fait le trajet Toronto-Timmins à bord de son propre avion acheté en 1999. Gilles Bisson est le doyen des députés néo-démocrates à Queen's Park. Il a été secrétaire parlementaire du ministre du Développement du Nord et des Mines pendant les années où le NPD était au pouvoir, quand Bob Rae était premier ministre. Il est présentement le whip du caucus néo-démocrate. Mais avant de se lancer en politique, il a été soldat, chauffeur de taxi, électricien et représentant syndical. C'est un parcours unique pour un personnage qui l'est tout autant. Gilles Bisson, bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci de nous accueillir à votre chalet au lac Kaministikisha. Monsieur Bisson, vous saviez très tôt dans votre carrière que vous vouliez faire de la politique. Je pense que c'est une décision que vous avez prise en 10e année. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été en 10e, l'école secondaire Thériault, la première année qu'on a une nouvelle école. Et M. Boisvert, c'était un professeur qui était la 10e année, qui avait un programme L'homme de la société. Et il avait invité le député fédéral, un député provincial, de nous parler séparément. Puis je me rappelle avoir écouté aux deux. Un, c'était un libéral au fédéral, un était NPD au provincial. Et je disais à moi-même, « Wow, imagine-toi, ce monde-là, ils ont la chance de faire quelque chose qui est excitant, ils font une différence, ils se font donner un chèque chaque semaine. » Ça, j'ai dit à moi-même, c'est pas de méchant job, ça. Donc, j'ai décidé, faisant faire avec la 10e année, cette expérience-là, c'est quelque chose que j'ai voulu faire, puis je m'ai impliqué direct au début. Vous êtes allé faire du bénévolat aussi dans une campagne électorale. Oui, mais c'était pas pour les néo-démocrates, c'était pour les conservateurs. Un petit secret. Maman était libéraux. Mon papa, c'était un néo-démocrate. Et moi, je voulais faire différent de mes parents. So, j'ai été faire du volontaire la campagne de M. Alan Pope, qui était un bon député qu'on a eu ici pour longtemps. Et j'ai fait la campagne pour peut-être une journée, puis j'ai réalisé que ce monde-là, ça ne représentait pas quoi j'étais comme personne et que je voulais avoir. Et c'était un peu aussi parce que j'avais 15 ans, 16 ans. C'était comme, t'es jeune, va faire des timbres, va faire des lettres, fais pas du porte-à-porte. So, j'ai parti le lendemain, j'ai été voir M. Ferrier. J'ai fait du porte-à-porte avec lui premièrement, puis j'ai pensé que c'était bien le fun. So, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Vous parliez de vos parents tout à l'heure et leur point de vue. Votre père était un commerçant. Il avait sa propre boutique. Il réparait des appareils électroniques. Votre mère vendait des tissus. De quelle façon vos parents vous ont influencé à ouvrir votre conscience, à savoir qu'est-ce qui se passait, à former vos opinions politiques? Mon père et ma mère, les deux, sont très politiques et sont très actifs à regarder quoi qui se passait des actualités de la journée. Et mon père, je me rappelle toujours, dans le temps que j'étais petit gars, il parlait toujours de ses expériences comme petit garçon. Il est élevé dans le temps de la dépression. Son père a perdu son commerce parce que de la dépression. Il était jobbeur dans le bois. Et ça l'avait vraiment marqué. Deuxième partie, c'était la guerre civile de l'Espagne. Il pensait que le monde avait décidé de prendre un gouvernement démocratiquement. Dans ce cas-là, c'était un gouvernement communiste. Et que lui, il se rappelle comme petit gars, comment bouleversé qu'il était, que l'Église, dans le temps catholique et autres dans la communauté, disait bien, c'est des communistes, vous donnez M. Franco tout notre argent puis l'aider. Puis lui, ça l'a vraiment marqué comme petit garçon. Et il en parlait beaucoup. Puis la troisième affaire que j'ai trouvé intéressant, c'est il a passé l'expérience de la Deuxième Guerre mondiale. Il était soldat lui-même, pas actif, mais il était soldat. Et lui, il disait toujours, ils ont été capables de trouver des milliards de dollars pour bâtir des mitrailleuses, des avions puis des bombes, mais on ne peut pas trouver de l'argent pour trouver des problèmes, réparer la situation civile dans notre propre pays. So, donc, mon père a toujours parlé de la politique, ça m'a toujours intéressé. Et il était pas mal à la gauche, il était plus à la gauche que moi, il était communiste. Mais vous avez fait votre place, vous avez fait votre cheminement en politique, mais vous n'avez vraiment pas le parcours typique. Vous êtes un décrocheur, vous avez laissé l'école en 11e année. L'école, c'était pas pour vous.
Non, moi, je n'étais pas une personne qui conforme bien à des structures rigides. C'est pour ça que je ne demande pas aux enfants de faire quoi j'ai fait. Ça ne marche plus. Dans le temps, ça marchait. On parlait à la fin des 60, au début des 70, c'était une économie beaucoup différente. Mais non, j'ai décroché un professeur qui m'a accroché par l'oreille à l'âge de 17 ans. Pour me faire écrire sur un tableau, m'a pas manqué ma classe puis être en retard. Moi, j'ai pensé comme jeune homme de 16-17 ans, c'était pas l'affaire à faire. Ça, j'ai décidé, je m'en vais, j'étais à la maison. Ma mère, mon père, il dit, quoi tu fais ici? J'ai dit, bien, j'ai décroché. Ma mère, elle était fâchée. Mon père c'était pas un gars pour se fâcher de cette manière-là, mais il dit, tu as un choix, trouve un job ou don't join l'armée. Et j'ai fait l'armée. Je n'avais pas de choix. De quelle façon avez-vous fait votre chemin par après, que ce soit à l'école, des diplômes? Qu'est-ce que ça demandait de votre part? Bien, parce que j'avais décroché, c'était un problème, parce que je n'avais pas ma 12e année. Donc, quand j'ai rentré des mines, puis j'ai commencé à vouloir avoir un apprentissage, il a fallu prendre ma 12e année. Donc, c'était les études à soirée avec... on s'est mariés jeunes, Muriel puis moi, j'avais 19 ans. Donc, c'était apprendre à la maison, faire ta 12e année, pogner ta maths, pogner ton anglais, pogner ta science. Et là, j'ai pris un apprentissage d'électricité à travers mon employeur. Et à travers le Algonquin College, j'ai fait mon programme. J'ai gradué comme électricien. C'était difficile parce que ma mathématique était peut-être au niveau de la 9e année. J'ai fallu tout réapprendre encore. Et c'était un défi pour un gars un peu plus vieux. Donc, j'encourage les jeunes. Je ne sais pas quoi j'ai fait. J'ai été chanceux seulement. Aussi, parfois, dans la francophonie ou dans la façon qu'on est élevé dans nos communautés, parfois, on se critique entre francophones pour la qualité de notre français, le vocabulaire. Et vous, ça vous chicote quand les gens vous piquent un peu pour votre français? Bien, ça marchait aujourd'hui, ça marchait même plus dans le temps. Quand j'ai été élu en 90, j'étais assistant parlementaire aux affaires francophones. Puis là, j'y allais représenter le gouvernement puis le ministre dans les fonctions. Puis je me faisais reprocher mon français. Puis moi, ça me fâchait parce que je disais, écoute, quand un anglophone vient parler l'anglais en Ontario, au Canada, on ne dit pas, « Ah, tu parles mal l'anglais, parle-nous pas ». On les encourage à apprendre le langage puis le prendre comme le leur. Nous autres, dans le temps, puis même jusqu'à aujourd'hui, à certains points, il y avait certaines dans la communauté francophone, tu ne parles pas bien le français, là? Parlez pas du tout. Puis moi, ça m'a toujours fâché, puis je prenais toujours l'occasion à dire, écoute, si on utilise notre français, puis on accepte que le monde sont en train d'apprendre, donc bâtir le vocabulaire tel que moi, parce que j'étais francophone au genou de ma mère, mais j'étais anglophone sur la rue. Donc, moi, mon point a toujours été, il faut encourager le monde d'utiliser le français. Puis si on ne parle pas bien, rien de mal à corriger puis aider le monde, puis à dire, il y a d'autres manières à dire des affaires, mais on les encourage, on ne les décourage pas. Puis c'est une des luttes que ça fait des années que j'essaie de dire. Encourager l'utilisation du français, on va être plus de francophones, puis quand on est plus de francophones, on peut mieux desservir notre communauté. Vous êtes aviateur et vous êtes même propriétaire d'avions. Décrivez-nous votre appareil. Bien, c'est un avion de 1971, comme la plupart des avions. Ça se garde bien longtemps. 180 forces, quoi qu'on appelle un high wing, c'est un Lark. Donc, 100 nœuds, ça mène de point à point assez bien. Bien, le permis, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Et quand M. Harris a changé les comtés, puis j'ai devenu le comté de Cochrane Sud, qui était comme 1 heure un bord à l'autre, aller au nouveau comté de Timmins Bay James, qui est aussi grand que la France, j'ai dit à moi-même, quelle occasion, moi, être capable d'utiliser l'avion, non seulement pour mon plaisir, parce que c'est quelque chose que je veux faire, pour être capable de desservir de point A à point B. C'était un peu l'idée. Comment j'ai acheté l'avion, c'est qu'il y avait un homme, il était encore en entour, M. Lloyd Richards. Et Lloyd, c'est l'aviateur local. Et il m'avait demandé une belle journée, il dit, pourquoi qu'un gars comme toi, il ne sait pas comment piloter? J'ai dit, c'est une bonne question. Il dit, écoute, m'a t'amené pour un vol. Et puis il dit, si t'aimes ça, peut-être tu peux aller prendre ta licence, acheter un avion. Donc, j'ai commencé à prendre mon programme de pilotage et finalement, j'ai dit, j'aime ça. Après 10-12 heures de temps d'un avion, j'ai dit, temps d'en acheter une. Donc, j'ai acheté l'avion, puis c'était un peu une surprise pour ma femme Muriel. Elle m'écoutait parler, puis elle dit, es-tu en train d'acheter quelque chose? J'ai dit, non. Elle dit, écoute, tu es en train d'acheter quelque chose. Elle dit, ça fait 2-3 fois que je te vois à cachette parler à quelqu'un pour un prix. Elle dit, c'est quoi t'achètes? Je dis, j'achète un avion. Elle dit, toi, t'achètes un avion, j'achète un couch. Qu'est-ce qui est arrivé? On a un couch puis un avion.
À la fin des années 70, vous vous retrouvez au Collège militaire royal à Saint-Jean. Vous vouliez faire quoi au juste dans l'armée? C'était quoi votre plan? C'est papa qui a dit « Trouve un job, va-t'en dans l'armée ». J'ai pris l'armée. Ah, écoute, je t'ai élevé comme tout le monde de cette génération-là. Nos pères ont servi dans l'armée durant la Deuxième Guerre mondiale. J'avais été cadet de l'air, j'avais été dans la milice locale. Ça, pour moi, c'était pas mal naturel. J'ai appris après le temps, c'était pas quoi j'avais à faire, mais c'est une expérience que je suis très content que j'ai faite. C'était vraiment le fun. J'ai fait mon entraînement de base et là, une bonne journée, parce que je chantais un peu trop à parade des soldats pour aller se faire payer. Je m'ai fait dire que j'avais besoin d'arrêter ça, puis moi, je m'astinais. Ah! Mais tu t'astines pas avec l'armée. Puis le colonel me regardait puis il dit « Écoute, soldat, il dit, il y a 2 sortes de personnes dans l'armée. Il dit, il y a les soldats qui écoutent, puis il y a ceux qui donnent les ordres. Mais il dit, toi, tu n'es ni un ni l'autre. Toi, tu veux être politicien, tu veux faire de la politique de l'armée. Pourquoi pas tu ne lâches pas l'armée puis tu t'en vas pas au Parlement? » Après l'armée, vous vous retrouvez à Timmins. À un moment donné, vous êtes chauffeur de taxi et vous faites une rencontre qui allait changer votre vie. C'est appelé Muriel Beauchamp. Voilà. J'ai rencontré Muriel Beauchamp d'un taxi. Et la première fois que je l'ai rencontrée, je me la mariée celle-là. Bon. Et c'est drôle la manière que ça fait, ces affaires-là. On est encore mariés, 38 ans plus tard. On a 2 belles filles, Julie et Nathalie. Et bien, c'était une affaire pour moi, je ne sais pas, quand je l'ai rencontrée, on est 2 personnes complètement différentes. Si tu rencontres ma femme, puis tu vois moi, on est 2 opposés dans le sens de nos approches. Mais on était toujours proches dans le sens qu'on s'aime, on a élevé une famille ensemble, on est hommes et femmes, puis on va rester là comme ça, le restant de notre vie. Vous avez eu l'occasion, à un moment donné, de rencontrer Stephen Lewis. C'était dans une situation quand même de confrontation, mais c'est aussi la soirée où vous avez acheté votre première carte de membre du parti. Oui, 1975. Je travaillais à Johns Manville, puis c'était une mine d'amiante. Et la journée qu'on arrive à l'ouvrage, la compagnie nous dit « ferme la porte ». Puis il dit, vous avez besoin de savoir la raison qu'on ferme la porte, c'est parce que l'NPD, au Parlement provincial, soulève la question de sécurité au travail et le danger de l'amiante quand tu souffles l'amiante. Et vous avez besoin d'aller vous chicaner avec le parti NPD, c'est pour ça qu'on ferme la mine. Sur moi, écoute, j'ai été voir mon syndicat, c'était syndiqué, c'était les Steelworkers. Je m'en vais voir mon rep qui était Michael Farrell. Et puis je commence à le brasser, puis il dit, écoute, il m'a donné le numéro, on va appeler M. Lewis tout de suite. Il appelle M. Lewis, il laisse un message avec une madame, puis il me dit, il va te rappeler. Moi, j'ai dit, ouais, un politicien qui me rappelle puis un chef de parti 2, je pense pas. Je m'en vais chez nous, ring, 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 Stephen Lewis. Il dit, écoute, j'ai entendu dire que tu es fâché contre le parti. J'ai dit, pourquoi? On s'est parlé un peu. Il dit, tiens, on va dire quoi qu'on va faire. Il dit, je veux que tu organises une rencontre. Il dit, au Steelworker Hall, où tous les travailleurs qui ont été mis à pied viennent nous rencontrer, puis on va écouter quoi qu'il y a à dire, puis après ça, on m'a expliqué pourquoi qu'on l'a fait. Mais il dit, une condition. J'ai dit, quoi? Il dit, fais sûr que les femmes et les blondes de tous les travailleurs y viennent, puis ils amènent leurs enfants. Moi, j'ai pensé, victoire. C'est une mise en scène. Là. Il y a quelque chose qui se prépare. Là, non, moi, je pensais que c'était bon pour moi, ça. J'ai dit à moi-même, on va avoir les femmes, on va avoir les bébés, on va avoir les mémères, ils vont être tous là. Ils vont chialer, on va les brasser, tu vas voir. Donc, on arrive la journée de la rencontre, on s'organise, tout le monde est là. Et là, il y avait Lenny Rice, qui était président du local, qui est plus avec nous aujourd'hui, décédé du cancer, travaille dans les mines. Et M. Rice dit, en anglais, il dit, écoute, il dit, on est ici pour écouter, rencontrer M. Lewis, notre chef. Il dit, je veux que M. Lewis écoute ce que vous avez à dire, puis une fois que vous avez tout parlé, il dit, vous allez avoir la chance, il dit, d'écouter M. Lewis. Donc, une personne après l'autre s'en va au micro, puis parce que moi, j'étais un des organisateurs, puis j'aimais toujours péter la brousse et les micros un peu, ils disent, Gilles, you go last, you can give a good speech. Il dit, OK. Moi, j'ai été, puis I waxed eloquent, comme ils disent en anglais. Puis je l'ai donné de la merde. Je l'ai donné de la merde, ce monsieur-là, M. Lewis. Et puis là, j'ai fini, puis toute la salle était en train de... Yeah, yeah! Il pensait que c'était tout vraiment un bon speech, puis je l'avais vraiment piné. Là, M. Lewis arrive, puis si tu n'as jamais entendu M. Lewis parler, c'est un monsieur qui sait comment parler. Et M. Lewis, il nous adresse, puis il commence à expliquer pourquoi que l'NPD trouvait c'est important
qu'on protège les travailleurs parce que si tu souffles l'amiante, tu as le cancer, puis tu vas mourir. Il n'y a pas tout le monde, mais une bonne partie. Puis moi, on le savait tout, il y avait du monde qui avait des problèmes, ça crachait le sang dans la mine. Il y avait du monde qui avait déjà eu le cancer. On savait du monde qui sont malades ou décédés de leurs expériences dans cette mine-là. Et puis, par le temps qui a fini, peut-être 15-20 minutes plus tard, on était tous bien tranquilles. Puis on se gardait tous les pieds parce qu'on ne voulait pas garder M. Lewis. Quand on gardait M. Lewis, on dit « Pardon us, Stephen, we are not worthy. We are not worthy. » Donc, quand il a fini, il dit « Y a-tu des questions? » dit M. Lenny Rice. Il n'y a pas un chat qui s'est ouvert la bouche. Lenny est arrivé, puis il dit « OK, brothers and sisters, you've now heard from Brother Lewis. » He says, line up over here if you want to become a party member. Le 115 des autres, on a signé une carte, puis j'ai signé une cette soirée-là, mais elle n'avait jamais fait. Par la suite, vous aviez été embauché par la Fédération des travailleurs de l'Ontario et vous avez quand même continué à être bénévole avec le parti. Oui. Mais en 89, l'année avant d'être élu, vous étiez membre du comité pour recruter le prochain candidat. Est-ce que vous vous êtes recruté vous-même? Je m'ai recruté. Bien, quoi qu'il est arrivé, c'était intéressant parce que le comté, dans le temps, était tenu par Alan Pope. Puis Alan Pope, c'était un député qui faisait sa job dans le comté. Lui, s'il se présentait, il était pour gagner. On a essayé de trouver des candidats, puis il y avait du monde intéressé. Mais moi, je regardais aux ceux intéressés, puis j'ai dit à moi-même, je peux faire mieux. Et c'est mon père qui m'a assis ici au chalet. Puis je le comptais, tout le bel ouvrage que se faisait à trouver un candidat. Puis il m'a dit, écoute, m'a donné une histoire. Il dit, dans les années, il dit, dans les 60, le parti l'avait approché pour se présenter comme candidat NPD parce que c'était un néo-démocrate à ce point-là. Et il était un commerçant, puis il était francophone, puis le parti voulait avoir quelqu'un qui était francophone, puis quelqu'un qui était commerçant, même mieux. Et il ne l'a pas fait, pour des raisons familiales, des raisons de ma mère et lui. Et il a dit, écoute, m'ai toujours dit pourquoi je ne l'ai pas fait. Parce que cette virée qu'on ait élu un néo-démocrate dans cette année-là, et on a élu contre M. Spooner, qui était un conservateur de longue date, M. Bill Ferrier, puis mon père aurait pu gagner, puis il le savait. Puis il dit, fais pas la même erreur que moi j'ai faite. Il dit, prends la chance quand tu es là, puis fallait, puis je l'ai faite. On se retrouve dans votre atelier, votre garage. Vous êtes habile de vos mains. Vous avez appris à bricoler comment? Oh, papa, écoute, mon frère Claude et moi, on était toujours le père qui nous donnait des jobs chaque jour. Il partait en ville, aller travailler, puis il disait, vous autres, vous avez besoin de faire tel et tel toute la journée. C'était une pelle, c'était un marteau, c'était faire toutes ces affaires-là. Le papa nous faisait faire. Et on le suivait. Mon père, c'était très important pour lui que ses garçons y apprennent que lui avait appris. J'ai appris le marteau, puis la scie, puis les différents morceaux d'équipement que tu as besoin d'utiliser. Puis ça vient naturel. Et quoi qui est intéressant, j'ai fait le même avec mes filles. Julie, Nathalie peut installer des portes, installer des vitres, mettre du trim, monter du drywall. Il peut bricoler comme n'importe qui d'autre. Et puis je suis très fier, ils sont capables. Est-ce que c'est votre refuge ici, lorsque vous êtes loin de Toronto, vous venez vous cacher dans votre garage? C'est comme un saumon. Ah oui? Un saumon retourne toujours dans le crique. Et c'est la manière que je vois Kamiscocha, puis le lac, puis le chalet. J'ai été élevé ici, ma famille est ici, maman, papa, mon frère, ma sœur. On était toujours tout proches. Et pour moi, venir ici au lac et venir ici faire quoi je fais, ma paperasse au lac, ça devient que c'est comme la place que tu viens où tu te sens très confortable. C'est un peu spirituel. Gilles Bisson, vous êtes arrivé à Toronto, élu jeune député en 1990. Comment s'est fait votre arrivée? Vous habituez comment là, de passer à Timmins à Toronto? Pour n'importe qui est élu la première fois, c'est vraiment épeurant. Tu te prépares pour une campagne, tu te prépares pour gagner dans le comté, mais quand tu arrives à Queen's Park et tu as besoin de travailler dans ce milieu-là, c'est pas mal différent. Donc, comme tout le monde, tu gardes ta bouche fermée, tu regardes, tu écoutes, tu essaies d'apprendre. Et c'est pas mal été mon approche avec les années, c'est que j'ai toujours pris l'occasion de parler au Parlement, demander des questions, faire quoi qu'il y a à faire, me rencontrer avec le monde. Mais tu te présentes, tu gagnes, c'est une affaire. Arriver à Queen's Park, c'est toute une autre affaire. Et vous étiez parti du gouvernement au pouvoir en plus de 90 à 95. Quel souvenir vous gardez de ces 5 années au pouvoir?
C'était une économie qui est très... On avait des gros problèmes économiques dans le temps. On se rappelle, c'est la plus grosse récession qu'on n'avait pas vue depuis la dépression. Et moi, quoi qu'il me fasse, c'est vraiment... Il y a une couple d'affaires qu'on a faites que je suis très fier. Ils sont à pas fermer Kapuskasing. Kimberly-Clark sont à pas fermer le moulin. Ils fermaient à Sturgeon Falls, à Sault-Sainte-Marie, à Thunder Bay, puis je n'en passe. Et je me rappelle dans le temps que Shelley Martel, qui était la ministre responsable, puis du monde comme Bud Wildman, puis Howard Hampton, on a essayé de trouver quoi faire pour garder ces places ouvertes parce qu'on se faisait dire c'est impossible, il n'y a pas d'argent à faire, ça va tout fermer. On a trouvé des solutions. On a fait le worker ownership à Kapuskasing et autres. On a fait community ownership. On a fait différentes affaires pour être capable de faire la relève. Et ces moulins-là, la plupart ont resté ouverts pour des années après. Sur ça, je suis très fier parce que je vois quoi qui se passe aujourd'hui dans notre industrie, puis on n'essaie pas de trouver des solutions telles qu'on a trouvées en 90, 92. Avec la réforme électorale en 1996, on a fusionné des circonscriptions et vous vous retrouvez député de Timmins Bay James. C'est une superficie de 250 000 km². Vous avez des bureaux partout dans le Nord. Comment faites-vous pour être présent partout? Bien, tu peux pas. La franche vérité, tu essaies le mieux que tu es capable. Quoi tu fais, c'est chaque fin de semaine, tu essaies de choisir selon les événements locaux où que tu peux aller dans le comté, soit au Grand Nord de la baie James, la baie Hudson, ou Don-sur-la-11, et tu essaies de passer à travers toutes les communautés, au moins chaque 2 mois, parce que tu peux pas faire chaque fin de semaine. L'autre partie, c'est un personnel. Tu as besoin d'un bon personnel qui dessert le monde local. Puis je suis très chanceux, j'ai du monde, ça fait longtemps. Dans la région de Kapuskasing, Hearst et Timmins, ça fait longtemps qu'ils sont avec moi. Ils font de la bonne ouvrage. Et il faut être capable de se déplacer. Moi, c'était une raison. J'ai voulu apprendre comment utiliser un avion. C'est pas parce que j'avais besoin. Je dis pas que quelqu'un d'autre a besoin de le faire. Mais moi, c'était une passion que je voulais faire. Puis les deux affaires sont mariées. J'ai toujours voulu être pilote. Et ça m'a donné une chance d'être capable d'utiliser mon programme de pilotage d'une manière que je peux utiliser pour le travail. Ce qui est particulier dans votre cas, dans la circonscription, c'est la présence des Premières Nations sur le territoire. On pense à Attawapiskat, Kashachewan, qui ont des réalités très particulières. Comment pouvez-vous venir en aide à ces communautés? Bien, je pense qu'il y a beaucoup qui a été fait. Les communautés, eux autres, ils ont travaillé pour trouver des solutions pour certains problèmes. Mais le problème, c'est que les problèmes sont ça de gros, puis les solutions sont minces. Donc, quoi faire? Je pense une couple d'affaires. C'était Stan Ludit, qui était le grand chef de Mushkegowuk, qui était un ami qui m'a fait comprendre du monde comme Randy Capachicit, qui est décédé aussi, ça fait une couple d'années, et autres, qui m'ont fait comprendre que les traités qu'on a signés avec les Autochtones, c'est pas seulement pour eux, mais c'est pour nous. Et je pense que la première affaire qu'on a besoin de faire, c'est de réaliser que quand l'Ontario a signé, ça veut dire que nous autres, on appartient aussi à cette décision, puis on a besoin d'être partie de la solution. Donc, quoi faire? Une couple d'affaires. Premièrement, je pense que la province a besoin de réaliser qu'il y a beaucoup d'affaires que nous, on peut faire parce que c'est des citoyens provinciaux. Si on a besoin d'attendre au fédéral, ça ne va jamais arriver. Moi, je ne suis pas, comme on dit en anglais, un big fan du gouvernement fédéral. Tu as besoin de regarder aux réserves pour savoir pourquoi. Deuxièmement, donc, je les donnerais quoi qu'ils veulent avoir. Je les donnerais revenue sharing, je les donnerais land use planning. Et tu fais ça pour des raisons qu'eux autres, ils ont besoin de commencer à prendre leurs propres décisions. À Toronto, à Queen's Park, au sein de votre parti, vous êtes le doyen, vous êtes le député qui a le plus d'expérience et aussi qui a été au pouvoir. De quelle façon vous pouvez faire profiter à vos collègues cette richesse d'expérience? C'est quelque chose qui m'aide moins terriblement parce que je comprends les deux bords de la Chambre très bien. Et comme chef parlementaire, parce que ça fait un bout que je suis là, je comprends. Il y a Queen's Park, les règles, mais il y a aussi comment ça marche dans le sens humain. Et c'est une partie que je comprends ça. Donc, ça l'aide qu'on a du monde à notre caucus, pas moi-même, mais il y a d'autres qui ont de l'expérience, parce que ça nous aide à être capable d'aider nos nouveaux députés. Quand tu regardes à nos nouveaux députés, John Vantoff, Monique Taylor et autres, j'en passe,
eux autres commencent à devenir plus et plus forts chaque journée qu'ils sont là. Et je pense partie de ça, c'est les expériences eux autres mêmes qui amènent à la job, mais c'est aussi des expériences qu'on partage avec eux, ceux qui sont là plus longtemps, comme Andrew Horvath, Peter Tabbins, Sherry DeNovo, moi-même et autres, qui travaillent pour être capables d'aider ce monde-là, être capables de mieux faire le travail. Puis je peux vous dire, comme caucus, personne pour personne, les 21 qu'on a là, ou 20 présentement, c'est du monde qui travaille fort, puis je les mets contre n'importe qui, n'importe quel temps, c'est un bon groupe. Du haut de vos 25 ans de métier comme député, vos projets à vous, lorsque vous anticipez votre carrière, vous voulez demeurer à Toronto combien de temps et qu'est-ce qui vous attend après la politique? C'est quoi qui est intéressant pour moi, puis c'est personnel? Chaque élection, après les élections, tu changes un peu ton approche. Il y a une élection où j'ai fait beaucoup d'ouvrages avec les Autochtones pour mieux comprendre et avancer les dossiers. Après une autre élection, j'ai fait beaucoup avec les industries forestières. Et ça change chaque élection dépendant de quoi qui se passe. Et c'est ça qui est intéressant en politique. Tu peux te recibler sur quoi qui est important et quoi tu es intéressé. Je m'implique beaucoup dans un dossier local pour essayer de trouver des solutions. Et ça, j'aime ça parce que tu peux voir tout de suite les résultats. Et c'est pour moi de quoi je suis vraiment intéressé dedans présentement, c'est d'être capable de faire ça. Puis en même temps, parce que je suis à l'Assemblée, ça fait longtemps, puis chef parlementaire, j'amène une approche à cette partie-là de l'emploi qui est différente de tout le monde d'autre. Donc, ça m'intéresse dans le sens parce que je peux vraiment faire, diriger les affaires dans une direction qui est pour moi meilleure. Gilles Bisson, merci beaucoup. Toujours. C'est un parcours unique pour un personnage qui l'est tout autant. Gilles Bisson, bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci de nous accueillir à votre chalet au lac Kaministikaucha. Monsieur Bisson, vous saviez très tôt dans votre carrière que vous vouliez faire de la politique. Je pense que c'est une décision que vous avez prise en 10e année. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été en 10e, l'école secondaire Thériault, la première année qu'on a une nouvelle école. Et M. Boisvert, c'était un professeur qui était la 10e année, qui avait un programme L'homme de la société. Et il avait invité le député fédéral, un député provincial, de nous parler séparément. Puis je me rappelle avoir écouté aux deux. Un, c'était un libéral au fédéral, un TNPD au provincial. Et je disais à moi-même, « Wow, imagine-toi, ce monde-là, ils ont la chance de faire quelque chose qui est excitant, ils font une différence, ils se font donner un chèque chaque semaine. » Ça, j'ai dit à moi-même, c'est pas de méchant job, ça. Donc, j'ai décidé. Il est membre de la législature ontarienne depuis près de 25 ans. Gilles Bisson est le député néo-démocrate de la circonscription de Timmins Bay James, un vaste territoire d'une superficie de 250 000 km². Il va sans dire qu'il est souvent sur la route et dans les airs. À l'occasion, il fait le trajet Toronto-Timmins à bord de son propre avion acheté en 1999. Gilles Bisson est le doyen des députés néo-démocrates à Queen's Park. Il a été secrétaire parlementaire du ministre du Développement du Nord et des Mines pendant les années où le NPD était au pouvoir, quand Bob Rae était premier ministre. Il est présentement le whip du caucus néo-démocrate. Mais avant de se lancer en politique, il a été soldat, chauffeur de taxi, électricien et représentant syndical. Idée faisant faire avec la 10e année, cette expérience-là, c'est quelque chose que j'ai voulu faire, puis je m'ai impliqué direct au début.
Vous êtes allé faire du bénévolat aussi dans une campagne électorale. Oui, mais c'était pas pour les néo-démocrates, c'était pour les conservateurs. Un petit secret. Maman était libéraux. Mon papa, c'était un néo-démocrate. Et moi, je voulais faire différent de mes parents. J'ai été faire du volontaire la campagne de M. Alan Pope, qui était un bon député qu'on a eu ici pour longtemps. Et j'ai fait la campagne peut-être une journée, puis j'ai réalisé que ce monde-là, ça ne représentait pas quoi j'étais comme personne et que je voulais avoir. Et c'était un peu aussi parce que j'avais 15 ans, 16 ans. C'était comme, t'es jeune, va faire des timbres, va faire des lettres, fais pas du porte-à-porte. J'ai parti le lendemain, j'ai été voir M. Ferrier. J'ai fait du porte-à-porte avec lui premièrement, puis j'ai pensé que c'était bien le fun. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Vous parliez de vos parents tout à l'heure et leur point de vue. Votre père était un commerçant. Il avait sa propre boutique. Il réparait des appareils électroniques. Votre mère vendait des tissus. De quelle façon vos parents vous ont influencé à ouvrir votre conscience, à savoir qu'est-ce qui se passait, à former vos opinions politiques? Mon père et ma mère, les deux, sont très politiques et sont très actifs à regarder quoi qui se passait des actualités de la journée. Et mon père, je me rappelle toujours, dans le temps que j'étais petit gars, il parlait toujours de ses expériences comme petit garçon. Il est élevé dans le temps de la dépression. Son père a perdu son commerce parce que de la dépression. Il était jobbeur dans le bois. Et ça l'avait vraiment marqué. Deuxième partie, c'était la guerre civile de l'Espagne. Il pensait que le monde avait décidé de prendre un gouvernement démocratiquement. Dans ce cas-là, c'était un gouvernement communiste. Et que lui, il se rappelle comme petit gars, comment bouleversé qu'il était, que l'Église, dans le temps catholique et autres dans la communauté, disait bien, c'est des communistes, vous donnez M. Franco tout notre argent puis l'aider. Puis lui, ça l'a vraiment marqué comme petit garçon. Et il en parlait beaucoup. Puis la troisième affaire que j'ai trouvé intéressant, c'est il a passé l'expérience de la Deuxième Guerre mondiale. Il était soldat lui-même, pas actif, mais il était soldat. Et lui, il disait toujours, ils ont été capables de trouver des milliards de dollars pour bâtir des mitrailleuses, des avions puis des bombes, mais on ne peut pas trouver de l'argent pour trouver des problèmes, réparer la situation civile dans notre propre pays. Donc, mon père a toujours parlé de la politique, ça m'a toujours intéressé. Et il était pas mal à la gauche, il était plus à la gauche que moi, il était communiste. Mais vous avez fait de votre place, vous avez fait votre cheminement en politique, mais vous n'avez vraiment pas le parcours typique. Vous êtes un décrocheur, vous avez laissé l'école en 11e année. L'école, c'était pas pour vous. Non, moi, je n'étais pas une personne qui conforme bien à des structures rigides. C'est pour ça que je ne demande pas aux enfants de faire quoi j'ai fait. Ça ne marche plus. Dans le temps, ça marchait. On parlait à la fin des 60, au début des 70, c'était une économie beaucoup différente. Mais non, j'ai décroché un professeur qui m'a accroché par l'oreille à l'âge de 17 ans pour me faire écrire sur un tableau, ne m'a pas manqué ma classe puis être en retard. Moi, j'ai pensé que